Le sujet de la conférence que je vous propose, ça s'appelle cours-conférence, de l'exposé que je vais vous proposer de partager avec moi, porte le titre Un instrument de compréhension de l'histoire en s'adressant au roman comme étant éventuellement, c'est la question, un instrument de compréhension de l'histoire, l'instrument idéal peut-être pour appréhender les grands événements historiques. J'avais préparé cette conférence il y a quelques mois et le hasard a fait que les notes de l'exposé initial ont disparu dans les abysses d'un disque dur. Donc j'ai reconstitué finalement un autre exposé et je me suis rendu compte en faisant cela, d'une part que je devrais modifier un peu le titre et non plus utiliser la dénomination « le roman, instrument idéal d'exploration de l'histoire avec un grand H », mais plutôt « les romans, instruments d'exploration des événements historiques et du contemporain ». En effet, lorsque j'ai recommencé à élaborer cet exposé, je me suis rendu compte que tous les livres que j'avais prévu de citer il y a 6 mois, finalement, pouvaient très bien être remplacés par d'autres romans qui sont sortis à cette rentrée littéraire. N'oubliez pas qu'il y a à chaque rentrée littéraire, et il y a maintenant 3 rentrées littéraires pour la francophonie en tout cas, 581 romans sont sortis en septembre et vont être proposés à vos suffrages, si j'ose dire. Et donc je me suis dit que cette question de l'instrument de compréhension de l'histoire, il fallait le reformuler autrement. La proposition que je ferai au terme de l'exposé sera aussi de tenter d'utiliser les romans dont l'action se situe dans des événements historiques comme instrument pédagogique, comme instrument de formation à ce qu'on pourrait appeler, ce que les Anglais appellent le media literacy, c'est-à-dire la formation à l'alphabétisation à la manière dont les informations nous sont transmises, informations concernant l'actualité. Sur le site du Collège Belgique est aussi annoncée une série d'interviews, d'extraits sonores d'interviews. Comme j'ai reconstitué l'exposé, je n'ai pas eu la possibilité de remettre des exposés en ligne, mais vous les aurez sur le site du Collège et vous trouverez la plupart de l'intégralité de ces interviews sur le site de la radio dont Jacques vous a parlé, qui est Espace Livre. Alors, les romans, donc, comme instrument de compréhension des événements historiques, l'approche du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale m'a conduit à identifier, pour entrer dans le corps du sujet, 2 fragments de texte qui évoquent d'une certaine manière, qui illustrent d'une certaine manière, de manière fulgurante, le projet que je vous présente ici. Le premier vient d'un ouvrage encyclopédique, d'un ouvrage savant, d'un ouvrage qui relève des sciences humaines. Le second provient d'un roman. Les deux vont vous raconter, les 2 extraits vont vous évoquer un événement de la Première Guerre mondiale, la bataille de Verdun. Je vous lis l'extrait du Larousse, dans lequel la bataille de Verdun est décrite de la manière suivante. Bataille qui opposa les armées françaises défendant le camp retranché de Verdun aux armées allemandes assaillantes, tués et blessés 362 000 Français, 336 Allemands. C'est les 3 lignes qui identifient ce qui s'est passé lors de la bataille de Verdun. Je vous propose maintenant de lire un extrait d'un roman écrit par un des protagonistes de cet épisode de la bataille de Verdun. J'ai choisi dans cet extrait les parties les moins dures en escamotant des paragraphes qui sont d'une violence inouïe, mais vous verrez la différence qu'il peut y avoir d'emblée entre l'expression romanesque d'un événement et l'expression scientifique, je dirais. Il y avait toujours une trêve du petit matin, à l'heure où la terre sue sa fumée naturelle. La rosée brillait sur la capote des morts. Le vent de l'aube, léger et vert, s'en allait droit devant lui. Des bêtes d'eau pataugeaient au fond des trous d'obus. Des rats aux yeux rouges marchaient doucement le long de la tranchée. On avait enlevé de là-dessus toute la vie, sauf celle des rats et des vers. Il n'y avait plus d'arbres et plus d'herbes, plus de grands sillons, et les coteaux n'étaient que des eaux de craie tout décharnées. Ça fumait doucement quand même du brouillard dans le matin. On entendait passer le silence avec son petit crépitement électrique.
Les morts avaient la figure dans la boue, ou bien ils émergeaient des trous paisibles, les mains posées sur le rebord, la tête couchée sur le bras. Les rats venaient les renifler, ils sautaient d'un mort à l'autre, ils choisissaient d'abord les jeunes sans barbe sur les joues. Quand l'aube n'était pas encore bien débarrassée, les corbeaux arrivaient à larges coups d'ailes tranquilles. Ils cherchaient le long des pistes et des chemins les gros chevaux renversés. À côté de ces chevaux, aux ventres éclatés comme des fleurs de caprier, des voitures et des canons culbutés mêlaient la ferraille et le pain, la viande et le ravitaillement, encore entortillés dans son pansement de gaz, et les baguettes jaunes de la poudre à canon. Ils s'en allaient aussi sur leurs ailes noires jusqu'au carrefour des petits boyaux, à l'endroit où il fallait sortir pour traverser la route. Là, toutes les corvées de la nuit laissaient des hommes. Ils étaient étendus, le seau de la soupe renversé dans leurs jambes, dans un mortier de sang et de vin. La première version tenait en 3 lignes et se terminait par 362 000 Français, 336 Allemands morts. Ces 2 extraits illustrent le sujet de l'exposé que je vous propose aujourd'hui sous la forme d'une question, d'une hypothèse, d'interrogation. En effet, il serait présomptueux d'avancer une théorie qui affirmerait de façon définitive et radicale une manière d'objectiver l'histoire et encore moins une manière d'objectiver ce qu'est la fiction romanesque. L'absence de rigueur scientifique nous est autorisée par la nature même des sujets que nous allons approcher. Le roman et l'histoire ne peuvent ni l'un ni l'autre être assimilés à des sciences exactes, mesurables, identifiables, disposant de systèmes de mesure incontestables. Une telle affirmation est identique pour ce qui est du roman. Peut-être les historiens pourront-ils, eux, nuancer en considérant que l'histoire peut se reposer sur des informations, sur des données, sur une méthodologie qui lui donne un aspect plus scientifique que le roman qui finalement, on en verra quelques définitions plus tard, n'est peut-être qu'une organisation approximative du chaos. Ce préambule sur la définition de histoire et roman et sur l'aspect non scientifique de l'une et de l'autre me donne une plus grande liberté pour cheminer avec vous le long d'un parcours dont l'itinéraire empruntera souvent des chemins de traverse, en particulier dans les rayonnages d'une bibliothèque littéraire où je vous propose de nous arrêter de temps en temps, comme nous l'avons fait, pour lire le fragment d'un livre qui illustrera l'hypothèse de départ. Les romans, par le recours à l'imaginaire, au mentir qu'implique la fiction, nous ouvrent à une appréhension, à une compréhension finalement et paradoxalement plus structurée et complète des grands événements de l'histoire. J'aimerais évoquer brièvement les expériences qui m'ont conduit depuis une dizaine d'années à finalement explorer cette question. La première de ces expériences est évidemment la lecture de romans, la lecture de nouvelles, notamment pour interviewer des écrivains, ces écrivains dont vous trouverez les interviews dans la radio Espace Libre. Mais au fur et à mesure de ces rencontres avec des écrivains, je me rendais compte que, étant donné le support sur lequel ces interviews étaient diffusées, c'est-à-dire un support qui n'est lié en rien à l'actualité éditoriale et qui est accessible de façon universelle dans le monde entier, puisque c'est Internet, et en dehors de délais, les interviews sont accessibles de partout et tout le temps. Je me suis rendu compte qu'il valait mieux interroger les écrivains, non pas sur l'actualité éditoriale qui les amenait à présenter un livre, mais bien davantage sur leur manière de travailler, de leur demander de nous faire une masterclass sur une série de questions. Comment crée-t-on des personnages? Comment trouve-t-on le point de vue qui est le plus approprié pour raconter l'histoire à laquelle le romancier s'apprête à consacrer plusieurs années de sa vie? Comment adapte-t-on le style au récit? Lorsqu'il s'agit de romans dont la narration s'inscrit dans l'histoire, comment intègre-t-on le personnage fictif dans l'épisode de l'histoire? La troisième expérience est celle que je développe actuellement dans le cadre de PEN International. Alors, si le temps nous est laissé à la fin de la partie principale de l'exposé, et si vous le souhaitez, je pourrais vous expliquer plus en détail ce que réalise l'association PEN International. Mais j'aimerais revenir sur son histoire parce que d'une certaine manière, elle illustre par la pratique ce que l'histoire, ce que le roman, la littérature de fiction peut apporter au dialogue entre les communautés culturelles, au dialogue entre les hommes, au dialogue entre les États.
À sa création, le PEN international, la création de PEN international date de 1921, soit 3 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. PEN international a été créé par une femme, ce n'est pas innocent. Catherine Amy Dawson Scott était une romancière, une dramaturge et surtout une activiste de la liberté d'expression et de la lutte pour l'égalité des femmes qui a pris son envol après la Première Guerre mondiale. Lors d'un dîner, nous sommes à Londres, lors d'un dîner en ville, comme on dirait aujourd'hui, lors d'un dîner en ville, elle réunit chez elle des écrivains, des romanciers de différents pays, et elle leur propose de créer un club. Nous sommes à Londres, ville par excellence et monde anglo-saxon par excellence, attaché à la création de clubs. Celui-ci est proposé avec comme objet social d'utiliser la notoriété de ses premiers membres, ces écrivains européens, pour sensibiliser les hommes politiques à la fragilité de la paix qui vient d'être conclue entre les belligérants et pour qu'ils adoptent dans leur politique, dans leurs négociations, dans leur vision de l'avenir, une attention particulière à tout ce qui peut préserver la paix. C'était la seule dimension politique que voulait défendre le club à travers ses écrivains. Au fil du temps, cette préoccupation politique limitée à la préservation de la paix, dont on sait qu'elle n'a pas atteint ses buts, s'est élargie à d'autres aspects, notamment les aspects que l'on retrouve aujourd'hui dans cette association qui va bientôt célébrer son centenaire en 2021. Et là, je ferai appel aux bonnes volontés pour faire des travaux de recherche et d'histoire et organiser une manifestation d'ampleur pour célébrer le 100e anniversaire du PEN Club Belgique, qui a été créé 1 an après. Au fil du temps, au fil des années, PEN Club s'est élargi à d'autres préoccupations qui sont liées à la défense du respect au droit à la liberté d'expression, la défense du droit d'expression tel qu'il est formulé dans l'article 19 de la Convention universelle des droits de l'homme, dont on célèbre cette année les 70 ans. Mais si vous le voulez, on y reviendra après. Simplement vous dire que parmi les membres de PEN Club, on a pu compter la plupart, si pas tous, les prix Nobel de littérature depuis 1921. En Belgique, pour citer quelques noms, Maurice Maeterlinck, notre seul prix Nobel de littérature, en a été le président international. Parmi d'autres noms historiques, Paul Valéry, Anatole France, Ernest Hemingway, Paul Faulkner, Yasunari Kawabata, tous ces prix Nobel, comme aujourd'hui Svetlana Alexievitch, font partie de PEN Club et utilisent leur notoriété mais aussi leur écriture sous tous les supports qui leur sont accessibles pour défendre la liberté d'expression. À travers l'écriture, à travers le roman, comme historiquement les créateurs de PEN Club ont suggéré qu'il y avait là un instrument indispensable, utile et efficace pour défendre la liberté d'expression dans tous les domaines, dans tous les pays et dans toutes les régions où elle pouvait être menacée. En y regardant de plus près et en redéfinissant ce qu'est l'histoire, nous pourrions également trouver dans le roman ce qui nous permettrait aujourd'hui, à travers la fiction, d'analyser, d'entrevoir et de comprendre différemment le réel actuel, l'actualité, sortir de l'histoire pour, à travers le roman, appréhender le monde d'aujourd'hui. Dans la rentrée littéraire d'aujourd'hui, j'épingle un exemple de roman qui me semble illustrer cette approche à la fois d'un événement récent, mais une manière de l'aborder par un romancier qui lui permet de dépasser le simple constat des faits et de donner sa vision personnelle. Le roman en question s'appelle La Serpe. Il est écrit par Philippe Jaénada, qui avait déjà publié 2 romans utilisant le même procédé, s'insérer dans un événement historique,
comme pour La Petite Femelle, l'épisode dont Henri-Georges Clouzot a tiré d'un film Le Secret, ou dans ce film-ci où il raconte comment un crime perpétré en 1943 à coups de serpe par un certain Henri Girard n'a jamais pu être élucidé. On ignore encore aujourd'hui, plus de 70 ans plus tard, qui a assassiné à coups de serpe le père, la tante et le domestique de celui, Henri Girard, qui fut accusé de ce triple meurtre et qui fut innocenté au terme de près de 2 ans d'enquête, de procédure et de procès. Vous connaissez cet Henri Girard, puisque c'est lui qui est revenu après un exil en Amérique latine, avec dans ses malles le manuscrit d'un roman dont le titre est « Le salaire de la peur » et qu'il avait écrit sous le pseudonyme de Georges Arnaud. Philippe Jaénadin utilise une méthode qui est très particulière et qui est éminemment romanesque pour nous raconter ces épisodes de l'histoire. Il entre littéralement dans le roman pour émettre des commentaires sur ce qu'il découvre au fur et à mesure où il écrit le roman. Il émet des observations d'hommes d'aujourd'hui, d'écrivains d'aujourd'hui, mais surtout des observations qui permettent de créer une certaine distance par rapport au jugement que l'on pourrait porter sur ces personnages historiques. Il met en perspective les circonstances atténuantes ou aggravantes, et dans le cas de Jaénadin, comme dans celui de Simenon pour ces personnages fictifs, le souci constant qu'il a est de ne jamais juger les personnages dans ce qu'ils font, quoi qu'ils fassent. Permettez-moi un autre exemple, et ces digressions n'en sont peut-être pas vraiment, puisqu'elles ouvrent des brèches dans l'éventail du récit littéraire de l'histoire, qui parfois prend la forme non pas d'un roman, mais de ce qu'on pourrait appeler un récit littéraire d'histoire, dans la mesure où un écrivain, un romancier, s'empare de l'outil littérature pour raconter l'histoire, sans l'intégrer dans un roman, mais en s'intégrant comme narrateur dans une exploration individualisée d'un épisode ou d'une période historique. Le livre que je voudrais citer à cet égard est un livre qui est aussi de la rentrée littéraire, qui est un livre d'une romancière belge dont le nom est Nicole Malinconi et qui vient de publier aux éditions Les Impressions Nouvelles un récit littéraire consacré à la Maison du Peuple. Le titre du livre en est « De fer et de verre ». Par ce récit, Nicole Malinconi nous plonge le lecteur dans ce qu'on pourrait appeler une machine à remonter le temps, faisant sentir au lecteur les tensions et les violences, les bonheurs et les joies, les peurs et les espoirs déçus, les ambitions et les idéaux qu'incarne ici, pendant 70 années, la Maison du Peuple, qui a été détruite dans les années 60 et qui était un des chefs-d'œuvre d'architecture de Victor Horta. Les protagonistes de l'histoire, dont la conteuse nous dit l'histoire et les histoires, elle les passe au filtre de cette écriture littéraire. Le lecteur entre ainsi dans toutes les dimensions de l'événement dont il devient le témoin de proximité immédiate. À la fin du livre, non seulement il sait ce qui s'est passé, mais il l'a ressenti, il l'a senti, il l'a éprouvé. Dans le cas d'un récit qui concerne un édifice, un bâtiment, c'est évidemment une gageure que de pouvoir en donner à lire un texte qui se lit comme un roman, qui se lit comme un miroir qui est posé à un moment donné sur tous les événements qui ont traversé ce bâtiment, la Maison du Peuple, pendant 70 ans. Je vous propose de lire le premier paragraphe du livre et le dernier de ce livre de fer et de verre. Et vous comprendrez tout de suite de quelle manière le lecteur est happé par ce récit, pris par la main pour suivre au fil de 70 années une série d'événements qui se sont déroulés autour de la construction de la Maison Horta, lors de son utilisation et lors de sa destruction. À la station de métro Horta à Bruxelles, si par hasard on quitte des yeux le sol des couloirs et les marches d'escalier ou d'escalator et qu'on lève le regard, on voit, à côté d'un vitrail à grande forme colorée, éclairé en permanence, une sorte de balustrade en arabesque et volute de fer, parcelle de grillage peut-être, ou de balcon, exposée là pour la décoration, dirait-on, mais un peu en retrait, un peu inutile,
comme s'il en avait fallu placer ça quelque part, inattendu, plutôt étrange même parmi toutes ces lignes droites. Mais devant tant de légèreté et de grâce, on se dit que décidément nous voilà en présence de bien autre chose qu'une grille ordinaire. Il se peut d'ailleurs qu'on passe là souvent avant de la remarquer. Et même lorsque l'on apprend qu'on a incrusté dans les murs de la station Horta un élément de balustrade et de vitrail provenant de la maison du peuple bâtie en 1896 entre le Sablon et l'église Notre-Dame de la Chapelle par Victor Horta lui-même, et à la place de laquelle s'élève depuis 1966 un immeuble bloc et une tour de 26 étages, le tout en béton, et bien même alors, tout attentif qu'on soit, on doit chercher pour le trouver. Le dernier paragraphe évoque la fin de l'immeuble de la manière suivante. Là-dessus, il se pourrait que la curiosité pousse le promeneur, notre promeneur, jusqu'à la maison personnelle de Victor Horta, tout habitée de l'art de l'architecte, devenu propriété de la commune de Saint-Gilles, puis musée Horta, sauvé donc de la démolition et des défigurations. Il apprendrait peut-être que le sauvetage remonte précisément à l'époque où d'autres négociaient la démolition de la maison du peuple et que le musée fut ouvert 4 années plus tard seulement. Sans compter, lui dirait-on, que depuis l'an 2000, le musée Horta et les hôtels Solvay, Tassel et Van Edveld sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Étrange tout de même, pourrait-il se dire, et se demander si d'aucuns là-dessus n'auraient pas fini par s'empêtrer dans leurs certitudes passées et laisser s'insinuer dans leur fort intérieur l'idée que pour la maison du peuple, ils n'auraient pas dû. Entre ces deux fragments du livre de Nicole Malinconi, l'auteur nous invite à parcourir différents épisodes qui ont présidé à l'édification de cette maison du peuple, aujourd'hui disparue, mais aussi à s'approcher des personnages qui ont marqué de leur empreinte la maison du peuple. Horta, bien sûr, mais aussi les personnalités du socialisme naissant, les rouges, comme on les appelait, avant qu'ils ne deviennent le parti ouvrier. À travers ces figures, c'est toute une sociologie historique que Malinconi fait graviter autour de la maison du peuple. Louis Bertrand, qui développe les coopératives et notamment la boulangerie, l'objet social de la maison du peuple, en effet, société coopérative de Bruxelles, était aussi d'améliorer en même temps l'existence matérielle, morale et intellectuelle de ses membres. Là, je cite. Ainsi, Émile van der Velde y créa-t-il la section d'art et d'enseignement populaire de la Maison du Peuple. Edmond Picard a fourni la bibliothèque, et avec lui Octave Maus, Georges Écotte, Fernand Knopf et Émile Verhaeren, dont on reparlera, étaient entrés sans hésitation dans le comité de la section d'art. On pourrait ainsi dire que Malinconi, en nous racontant la Maison du Peuple, un peu à la manière de la définition que Stendhal donnait du roman, un miroir que l'on promène le long de la route, elle nous donne dans le reflet du miroir tendu par l'écrivain face aux fantômes de la maison du peuple et des protagonistes qu'elle y raconte, elle nous donne le roman d'un siècle. On y retrouve toutes les composantes du récit romanesque, un personnage central, c'est la maison du peuple, des personnages secondaires qui sont tous les protagonistes, bénéficiaires, animateurs de la maison du peuple, ceux qui s'y sont investis, ceux qui en ont fait un lieu central du mouvement et du parti ouvrier. Ils sont approchés au plus près par un style qui nous enveloppe et nous fait pénétrer dans un espace-temps où le quotidien, le particulier deviennent la métaphore de l'universel et de l'histoire. Je vais lire un deuxième extrait qui lui aussi concerne la Première Guerre mondiale et à Bruxelles, le quotidien de l'occupation, raconté à travers l'activité de la boulangerie coopérative de la Maison du Peuple. Comme on voulait tout de même donner autre chose aux enfants, la boulangerie de la maison fabriquait et vendait au prix coûtant une couque au lait et au saindoux que le Comité national de secours distribuait dans les écoles sous le contrôle de l'occupant. Nous sommes à la période de l'occupation par l'armée allemande de la Belgique qui a été, pour rappel, occupée pendant les 4 années de la Première Guerre mondiale. Quant au pain que l'on dit de fantaisie, les pistolets, cramiques, galettes, couques au beurre, gâteaux et tartes, ce luxe que l'on avait connu, qui n'était plus réservé qu'à quelques bourses, le Comité national a fini par interdire leur fabrication quand on a vu comment la situation empirait avec cette guerre qui n'en finissait pas. Il était défendu d'employer de la farine pour la confection des pâtisseries, était considéré de ce nom, disait l'arrêté, toute préparation n'ayant plus les propriétés distinctives du pain de ménage par l'addition de beurre, graisse, sucre, œufs, chocolat, miel. On pouvait bien accepter d'en manquer totalement
pour manquer un peu moins de pain, il fallait mesurer ses forces. Depuis le début de la guerre, la maison refusait tout autant d'ouvrir le café et le cinéma. On préférait ne pas servir à boire à l'ennemi, ni montrer ses films de propagande. Il faut dire qu'on n'avait plus le cœur ni les moyens d'aller au spectacle, ni au divertissement, surtout que les Allemands réquisitionnaient aussi les théâtres pour leurs fêtes. On préférait rester dans les maisons, aller les uns chez les autres, se donner des nouvelles de la guerre, se parler des choses que l'on ne disait plus qu'entre soi, à l'abri. Pour poursuivre cet exposé et l'étendre à l'ensemble de la fiction littéraire, je voudrais préciser que j'ai choisi d'en exclure le théâtre et la chanson pour insister sur un des phénomènes propres au roman et à la nouvelle ou à la poésie narrative, c'est le fait de lire ces textes et non pas en recevoir la représentation. Il me semble que c'est quelque chose qui est important dans la mesure où le processus par lequel on reconstitue, on réécrit le livre que nous lisons, nous met dans une position telle que nous pouvons en absorber davantage d'émotions. Je retiens donc le roman qui raconte des histoires, le roman classique, la nouvelle qui est une version du romanesque court, mais aussi les poèmes qui appartiennent au genre narratif. Donc on exclut de ce champ la littérature expérimentale ou la poésie moderne qui s'apparente à la peinture abstraite, dans la mesure où elle est formulée dans un langage qui n'est pas obligé de respecter l'intelligibilité et laisse au spectateur ou au lecteur la libre faculté d'interpréter l'œuvre. À titre d'exemple, les poèmes de Verhaeren et de Sandrart sont, eux, ancrés dans l'évocation du réel, du tangible, et ils le transcendent en quelque sorte à travers l'écriture poétique, mais sans les abstraire dans le symbolisme ou le formalisme. Par ailleurs, la forme poétique semble immédiatement propice à dépasser l'événement qu'elle évoque pour lui donner une sorte de pérennité, traversant les années et illustrant les tragédies de l'histoire lorsqu'elles se répètent. À titre d'exemple et pour la cohérence du propos, je me cantonnerai encore à la Grande Guerre en citant un fragment d'un poème d'Émile Verhaeren, mort 2 ans après le déclenchement de la Première Guerre mondiale et donc il n'en a pas connu toute la durée. Voici cet extrait de poème. De toutes parts, les gens partent vers les hasards. Il en est qui s'en vont, poussant sur leur charrette le lit, le matelas, le banc, la chaufferette et la cage déserte où mourut le pinson. D'autres chargent leur dos de vieilles salaisons qu'un voile épais et gris défend contre les mouches. J'en ai vu qui tenaient une fleur à la bouche et qui pleuraient sans rien dire, atrocement. Des vieux passent, serrant leur deuil et leur tourment, et les mères sont là, pauvres, mornes, livides, laissant mordre l'enfant à leur poitrine vide. Cet extrait d'un poème paru dans le recueil Les ailes rouges de la guerre porte le titre de Les Exodes et a été publié en 1916. Lorsqu'on entend ce texte et les autres textes de ce recueil, ne pourrait-on pas se dire qu'à partir d'un texte comme celui-là, on pourrait aussi bien évoquer les images qui nous parviennent d'aujourd'hui, des champs de bataille de Syrie, d'Irak, d'Ukraine, plus près de nous, des camps de réfugiés installés en Turquie, dont très peu d'images nous parviennent par ailleurs. Il ne faut pas négliger dans cette sorte d'universalité du texte poétique ou romanesque l'importance que j'appellerais technique de la lecture, une pratique active en regard de la réception passive qu'implique le théâtre ou le cinéma. En ce qui concerne le roman, la nouvelle, on trouvera que le processus de lecture qui implique ce que je développerai un peu plus tard, un abandon conscient de l'incrédulité, aide à entrer dans le processus d'empathie que j'évoquerai un peu plus tard. Mais auparavant, j'aimerais tenter de définir le roman en utilisant quelques citations d'auteurs qui nous aideront à identifier ce dont nous parlons. Et je prends 3 citations, l'une de Stendhal que j'ai déjà évoquée. Un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers.
Le philosophe Alain avait une autre formulation, mais dans laquelle il aborde différents points, notamment le point de vue. On trouve toujours dans un roman un centre de perspective, un sujet pensant principal, quelques personnages auxquels le lecteur s'identifie. C'est toujours le tableau d'une vie intérieure, c'est le conflit d'un personnage romanesque avec des choses et des hommes qu'il découvre en perspective à mesure qu'il avance. Paul Valéry, quant à lui, évoque le roman de la manière suivante. Le roman peut admettre non seulement portrait, paysage et ce qu'on nomme psychologie, mais encore toutes sortes de pensées, allusions à toutes les connaissances. Il peut agiter, compulser tout l'esprit. C'est en quoi le roman se rapproche formellement du rêve. On pourrait proposer que le romanesque apporte à l'apprentissage de l'histoire une grille de lecture sensible que seul le roman peut donner. C'est une vision intime de la complexité des rapports humains, de ces grains de sable dans les mécaniques supposées éternelles. C'est de cela que sont faits les hommes et leurs histoires. C'est ainsi qu'à chaque seconde se nouent les fils qui tissent leur destin individuel au sein de leur temps et de leur espace historique. Notre proposition se formule donc de la manière suivante. Le roman, par ses caractéristiques narratives et par les mécanismes nécessaires à son déchiffrement par la lecture, réunit les éléments qui ensuite nous servent de grille à l'appréhension des grands événements de l'histoire, mais aussi de l'actualité. Quelles sont ces caractéristiques? Quels sont les mécanismes de leur déchiffrement, de leur lecture? Je les énumère avant de les développer. La narration fictive, autrement dit raconter une histoire imaginée, qui pour reprendre la formulation de Paul Valéry, se rapproche formellement du rêve. Premier point, la narration fictive. Deuxième point, le point de vue romanesque, pour reprendre la formule d'Alain, un centre de perspective. Troisième aspect, le personnage, et plus encore, comme l'indique Alain, un sujet pensant principal, quelques personnages auxquels le lecteur s'identifie. Et en quatrième lieu, le style, c'est-à-dire les choix esthétiques qu'adopte le romancier pour fabuler l'histoire qu'il raconte et à laquelle il insuffle la force sensible. Et ici, je vous rappelle la lecture de cet extrait consacré à la Première Guerre mondiale. J'ai oublié de dire que c'était un extrait du roman Le Grand Troupeau de Jean Giono. Peut-être aborder deux autres aspects de ce qui construit cette grille de lecture. Lié à la lecture, c'est l'empathie, et lié à la lecture également, c'est le phénomène de résilience. Qu'est-ce que la lecture d'un roman? Qu'est-ce que la lecture d'un roman implique dans le contrat qui se noue entre le lecteur et le livre? En premier lieu, nous avons tous fait ce constat-là au moment d'entrer en lecture d'une fiction. La lecture se fonde sur et développe notre capacité d'imaginer. Sans cette dimension créative, la lecture romanesque ne peut produire ses effets. Contrairement à la lecture d'articles ou d'ouvrages scientifiques, par exemple, l'acquisition de l'information ne constitue en rien un processus de lecture du roman, du romanesque, de la fiction. Il est exclu de se contenter de connaître l'histoire. Cela reviendra de lire d'un roman que la quatrième de couverture ou un communiqué de presse qui en résume l'intrigue. Pour entrer pleinement dans la lecture romanesque, il faut littéralement se libérer de l'anecdote pour entrer dans une autre dimension, celle que Coleridge a synthétisée dans la formule que je vous disais tout à l'heure, l'abandon conscient de l'incrédulité. Cette expression en anglais se dit « willing suspension of disbelief », qui a une plus belle sonorité, je trouve, qu'en français, suspension volontaire de l'incrédulité. C'est bien de cela qu'il s'agit pour le lecteur. Il sait que l'univers dans lequel il s'apprête à pénétrer est imaginaire, c'est une fable faite d'invention et de fiction, rien n'est vrai, mais le lecteur accepte d'abandonner son incrédulité parce que la convention tacite passée entre le romancier et lui stipule que le premier va entraîner l'autre dans un univers imaginaire mais plausible. Tout contribue à remplir ce contrat, l'invention des personnages, la mise en situation de ceux-ci dans un lieu et dans un espace réel, la mise en présence de protagonistes et d'interactions. Mais à cela s'ajoute un contrat émotionnel entre le lecteur et le roman. La part d'irréalité sous-entend que le rationnel permet d'engendrer la part d'empathie que provoque la lecture du roman.
Dans le document définitif, vous aurez une définition de l'empathie sur laquelle je ne vais pas insister ici. Par contre, j'aurais voulu vous lire un extrait, d'un livre, un petit livre sur la lecture que Marcel Proust a écrit et qu'il a dédié à la princesse de Chimay. 2 phrases qui disent excellemment ce que peut signifier l'empathie dans la lecture et ce phénomène particulier d'abandon que provoque la lecture. Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Qui ne se souvient comme moi de ces lectures faites au temps des vacances, qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour, qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner asile. Un autre élément favorise l'empathie dans ce qu'elle constitue la faculté de se mettre à la place de l'autre pour partager sa souffrance, compatir à celle-ci, vivre et partager une émotion face à l'événement qu'un seul subit. Le roman narratif implique par nature la présence de personnages. Ces personnages peuvent à un moment donné, notamment dans la littérature classique, devenir des archétypes. Si on pense à Victor Hugo, on peut imaginer que d'un roman comme Les Misérables, les noms de Valjean, Cosette, Thénardier, Chabert suffisent à exprimer non plus les personnages qu'ils ont été dans le roman, mais ce qu'ils représentent. À propos des Misérables, j'ai trouvé en préparant cet exposé la manière dont Victor Hugo décrivait son projet, le projet de ce qui était pour lui le point culminant de son œuvre, le roman Les Misérables. Tant qu'il existera par le fait des lois et des mœurs une damnation sociale créant artificiellement en pleine civilisation des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les 3 problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit ne seront pas résolus, tant que dans certaines régions l'asphyxie sociale sera possible, en d'autres termes et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci, il parle des Misérables, pourront ne pas être inutiles. La suite de l'exposé concernera une série d'éléments techniques liés au roman que je vais résumer pour pouvoir ne pas être trop théorique. Le roman, d'une certaine manière, peut être considéré comme étant constitué de 3 éléments essentiels. Le premier, les personnages. Les personnages permettent de créer un lien empathique entre le lecteur et le personnage, de créer une proximité entre celui qui lit le roman et celui qui en est le protagoniste, en est le personnage. En deuxième lieu, le point de vue. Et là, sur le point de vue, il faut distinguer 3 types de points de vue différents. Le point de vue d'un narrateur qui raconte à la première personne. L'écrivain choisit à ce moment-là de se mettre à la place d'un des personnages du roman et donc de ne donner à voir au lecteur que ce que ce personnage vit, ressent, voit et uniquement les instants dans lesquels ce personnage est présent. Ce point de vue permet d'accroître la proximité, la complicité sensible entre le lecteur et son personnage, puisque le personnage devient ce que le lecteur en fait dans tout ce qu'il vit. Le deuxième point de vue que le romancier peut choisir d'adopter pour son narrateur est d'être écrit à la 3e personne, mais en proximité immédiate avec le personnage central. Le lecteur a à ce moment-là le sentiment d'être derrière l'épaule du personnage et qu'il vit et ressent tout ce que ce personnage, tout ce qui nous est raconté de ce personnage par le narrateur. Le 3e point de vue est le point de vue omniscient. Comme disait André Gide, je crois, c'est ce moment-là où le romancier se sent le plus proche de Dieu, c'est le moment où il devient le narrateur omniscient, c'est-à-dire qu'il peut gérer comme
un laborantin devant une population de Kobe, gérer tout ce qui interviendra parmi tous les personnages, sans qu'eux-mêmes, individuellement, sachent les interactions qui existent entre eux. Dans les deux premiers cas, ce qui est le plus intéressant en ce qui concerne cette possibilité du roman de nous aider à comprendre l'histoire est le fait que le point de vue qui est abordé est celui de la proximité. Nous ne sommes pas dans une vue de grand angulaire, nous ne sommes pas dans une vue où nous voyons les 360 000 cadavres qui jonchent la plaine de Verdun. Nous sommes dans l'histoire de chacun d'entre eux qui voit, qui vit, qui ressent ce que les 360 000 représentent comme statistiques. Et c'est ce qui fait une des différences entre le récit historique et le récit littéraire, c'est cette capacité accrue par cet abandon de l'incrédulité, cette ouverture à l'empathie que nous éprouvons en lisant. C'est tout cela qui fait que, à travers une fiction, nous en savons davantage sur un événement historique, quelle que soit son importance, quelle que soit sa signification dans l'histoire mondiale, comme ce peut être le cas pour la bataille de Waterloo, la Première Guerre mondiale, ou des événements d'aujourd'hui, ou des événements qui se déroulent dans le lointain. Je pense par exemple à certains romans chinois qui racontent la révolution culturelle et qui le racontent à partir d'un point de vue qui utilise tous les instruments que permet la narration par la fiction et qui nous permettent de vivre dans un village chinois au moment de la révolution culturelle, quand des gardes rouges emmènent des intellectuels de la ville pour qu'ils participent aux travaux des champs dans le cycle de cette rééducation qui avait été mise en place à un niveau démentiel par le pouvoir communiste. L'empathie permet aussi d'avoir un réceptacle plus sensible pour la connaissance. Rien n'empêche, à partir de la lecture d'un roman par lequel on aura été sensibilisé à une situation historique, d'aller par la suite investiguer davantage dans la littérature scientifique ce qu'ont représenté ces événements historiques. Si je reviens à l'exemple de la Révolution culturelle, c'est vrai qu'après avoir lu le roman Stèle, qui a été traduit en français il y a 2 ans, vous aurez envie d'aller explorer davantage ce qui s'est passé, entre guillemets, réellement, parce que vous en aurez une connaissance intime déjà. L'extrait suivant que je voudrais vous lire s'apparente à cette proposition que je vous faisais de cette empathie. Proust, du côté de chez Swann, décrit un moment de lecture. Cet après-midi-là était plus rempli d'événements dramatiques que ne l'est souvent toute une vie. C'étaient les événements qui survenaient dans le livre que je lisais. La trouvaille du romancier a été d'avoir l'idée de remplacer les parties impénétrables à l'âme par une quantité égale de parties immatérielles, c'est-à-dire que notre âme peut s'assimiler. Qu'importe dès lors que les actions, les émotions de ces êtres d'un nouveau genre nous apparaissent comme vraies, puisque nous les avons faites nôtres, puisque c'est en nous qu'elles se produisent, qu'elles tiennent sous leur dépendance, tandis que nous tournons fiévreusement les pages du livre, la rapidité de notre respiration et l'intensité de notre regard. Et une fois que le romancier nous a mis dans cet état, où comme dans tous les états purement intérieurs, toute émotion est décuplée, où son livre va nous troubler à la façon d'un rêve, comme le disait Valérie, mais d'un rêve plus clair que ceux que nous avons en dormant et dont le souvenir durera davantage. Alors voici qu'il déchaîne en nous, pendant 1 heure, tous les bonheurs et tous les malheurs possibles dont nous mettrions dans la vie des années à connaître quelques-uns, et dont les plus intenses ne nous seraient jamais révélés parce que la lenteur avec laquelle ils se produisent nous en ôte la perception. L'intuition de Proust s'est vue confirmée par des études scientifiques sur lesquelles j'aimerais dire quelques mots, des études scientifiques qui sont assez perturbantes dans la mesure où aussi elles confirment l'importance de la lecture de romans, l'importance de la lecture de fiction. Le compte-rendu de cette étude a fait l'objet d'une publication dans la revue Science.
Cet aspect de la lecture est lié aux neurosciences et je pense qu'il ne manquera pas de réconforter ceux parmi nous qui aiment la lecture et qui ne pourraient imaginer de s'en passer. Il ressort de cette étude que la pratique de la lecture accroît la tolérance, l'acceptation de la différence et l'empathie. Première conclusion, ces qualités, tolérance, empathie, acceptation de l'autre, sont accrues, stimulées par la pratique de la lecture, quel que soit le genre, la littérature de fiction ou de non-fiction. Deuxième conclusion, qui affine le premier résultat et qui nous intéresse sans doute davantage, la lecture de fiction accroît cette capacité d'attention empathique et de tolérance. Troisième conclusion de cette étude, plus stimulante encore, au plus la qualité littéraire des lectures est élevée, au plus le phénomène d'empathie se confirme et se renforce. Ceci pourrait confirmer que les trois éléments que nous avons évoqués qui créent un roman, le personnage, le point de vue et surtout le style, c'est-à-dire cette musique particulière qui fait la qualité littéraire, créent un effet de stimulation de l'empathie et de la tolérance. Une autre étude menée cette fois-ci par l'Université de Liverpool a conduit à cette constatation. Généralement, les personnes qui aiment lire comprennent mieux les émotions de l'autre et font preuve de plus d'empathie. Les histoires apprennent à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Il est probable que les histoires éveillent la curiosité envers les autres. Comme le disait Proust dans l'extrait, nous vivons une accumulation d'expériences que jamais nous n'aurions pu vivre dans la vraie vie. L'étude révèle également que les lecteurs réguliers sont davantage enclins à entamer une conversation avec un inconnu. Ils seraient également plus préoccupés par le sort des gens qu'ils connaissent. Les recherches sur le cerveau viennent confirmer ce constat. Les IRM montrent que vivre et lire une expérience stimule les mêmes zones cérébrales. Et pour créer des liens avec d'autres gens, notre cerveau utilise les mêmes réseaux de neurones que pour la compréhension et l'interprétation de l'histoire. Il n'est donc pas étonnant que la lecture stimule notre développement socio-émotionnel. Ceci est important en tant que résultat scientifique dans le domaine de la neuroscience, mais d'une certaine manière, il confirme aussi comment le roman pourrait être cette grille sensible de lecture d'autres événements que ceux qui sont racontés dans les romans, mais ceux que nous entendons, dont nous avons des informations multiples dans les différents supports d'information sur ce qui se passe dans le monde entier et dont nous n'avons finalement qu'une perception extrêmement fragmentaire. D'autres éléments de cette étude figureront dans le dossier complet, mais ce que nous venons de dire m'amène à observer qu'aujourd'hui la lecture de livres se pratique de moins en moins, notamment dans les générations plus jeunes, qui ont une pratique beaucoup plus grande de la lecture et de l'écriture dans les réseaux sociaux. Et j'aimerais peut-être attirer votre attention sur un des aspects de la production d'informations et l'habitude de lire sur Facebook, qui concerne ce dont nous avons beaucoup entendu parler lors des élections présidentielles américaines, les fake news. Peut-être serait-il intéressant dans les programmes d'éducation d'inclure des programmes de media literacy qui permettraient d'identifier non pas ce qui nous est donné comme information à travers les Facebook, mais qui nous les donne et de quelle manière ces informations nous sont adressées. Lors du congrès international de Pen Club, qui s'est tenu la semaine dernière, nous avons eu l'occasion d'entendre les conclusions d'un journaliste d'investigation, David Patrikarakos, qui était dans le Donbass pour suivre, notamment le journal Politico, les événements de la guerre du Donbass et de l'annexion de la Crimée. Il a étudié attentivement la manière dont les informations russes provenaient et étaient répandues dans les réseaux sociaux en Crimée d'une part, et puis dans la zone orientale de l'Ukraine, puis dans l'ensemble de l'Ukraine, avec une production extrêmement construite, élaborée, de fausses informations transmises
par le biais de tweets, par le biais d'informations sur Facebook, en se basant sur deux constats dans l'utilisation de Facebook. Le premier est que les algorithmes de Facebook vous permettent d'identifier le type d'information et la manière de les formuler qui sera le mieux assimilé par les destinataires. Ces informations sur vous-même sont en fait puisées dans ce que vous dites dans Facebook sur vos habitudes, sur les journaux que vous lisez, sur les opinions que vous partagez. Et tous ces éléments permettent d'élaborer des informations fake news, informations fausses, qui finalement sont tellement nombreuses et disséminées qu'elles créent une suspicion, la suspicion que plus aucune information ne peut être véritablement réelle, objective, construite, élaborée. Et le livre de ce journaliste David Patrick Caracos, dont le titre est, mais je pense qu'il n'est pas encore traduit en français, La guerre en 140 caractères, ou comment les médias sociaux sont en train de recréer le concept de conflit dans le XXIe siècle. Je traduis à vue. Et les conclusions de cette étude, de ce livre, se présentent sous la forme d'une sorte de kit de survie post-vérité dont je vous propose les principales recommandations. Essayez de choisir des amis qui sont différents de vous. On observe que dans les amis que nous avons sur Facebook, en général, ce sont des amis qui partagent nos opinions, ce sont des amis avec qui nous partageons une série de valeurs, ce qui fait que tout ce qui nous parvient par le biais de Facebook, finalement, ne fait que nous conforter dans ce que nous croyons. Allez directement sur les sites reconnus, avérés, plutôt que d'aller par le biais de Facebook visiter ces sites. Ce qu'a observé le journaliste dans la production de fake news provenant de Russie à l'attention de l'Ukraine, c'est que tout un service fabrique des fausses informations en inventant des adresses URL qui ressemblent, mais qui ne sont pas celles des sources officielles d'agences de presse ou de grands journaux. Lisez des articles provenant de publications dont les vues politiques ne sont pas les vôtres, ce qui vous permet d'entrer dans un système aussi de confrontation de vos convictions avec d'autres et peut-être de les alimenter. Alors les deux dernières recommandations, je me les suis appliquées immédiatement. Lisez des livres, read books. Et la dernière, débranchez-vous, déconnectez-vous des sites sociaux, des réseaux sociaux. Pour terminer cet exposé, j'aimerais évoquer plus directement les trois expériences, celle de Pen Club, celle de Marginal et une troisième qui est une maison d'édition qui s'appelle La Traversée et qui, d'une certaine manière, concrétise la démarche que j'ai utilisée ici pour vous présenter cet exposé. La première, la revue Marginal, finalement c'est une mise en pratique du fait que la fiction peut nous permettre d'avoir une perception différente de ce qu'est le réel, de ce qu'est l'actualité, de ce qu'est l'information dont nous sommes nourris. Le principe de la revue Marginal et dont le directeur est Jacques de Decker, qui a repris la réalisation de cette revue lorsqu'il a succédé à l'Académie au siège d'Albert Aiguepart, qu'il l'avait créée en 1945. La revue Marginal La revue Marginal est donc la plus ancienne revue belge littéraire encore en activité, encore publiée. Le principe est le suivant: chaque trimestre, des écrivains sont invités à écrire une fiction courte sur un sujet qui leur est imposé. Ces sujets peuvent être des sujets liés à la sociologie, à la vie sociale, aux événements du quotidien, mais aussi à des événements liés à l'actualité politique belge,
européenne et mondiale. Ainsi, parmi les thèmes abordés, Jacques de Decker a évoqué le 11 septembre, mais on a aussi l'élection d'Obama, on a aussi Poutine, on aura dans quelques jours Macron, l'élection de Macron, ce que ça implique. Et le fait de donner l'occasion à des écrivains, c'est-à-dire à des auteurs utilisant l'imaginaire pour comprendre ou anticiper les conséquences d'un événement qu'il leur est demandé de commenter, fait que nous avons créé une bibliothèque de propositions de compréhension du monde d'aujourd'hui, que ce soit à l'échelle de la Belgique, que ce soit à l'échelle de l'Europe, ou que ce soit à l'échelle du monde. Et je voudrais prendre un extrait d'un des éditoriaux, du premier des éditoriaux de la revue Marginale, dans lequel Jacques de Decker écrit « Il devenait urgent qu'une revue dote les auteurs belges d'une tribune, pas seulement pour y donner la primeur de leurs travaux en cours, ce qui était le cas de la revue jusqu'à la reprise de la nouvelle version, mais pour y faire entendre leur voix dans le concert social. Notre pays est depuis 2 ans ébranlé par les débats fondamentaux qui l'obligent à s'adapter aux nécessités d'une société moderne, appelée à répondre aux défis d'un avenir hypothétique. Dans le tohu-bohu médiatique, ce texte date d'il y a 10 ou 15 ans, qui accompagne cette grande mutation, les écrivains se sont fait peu entendre. C'est qu'ils n'émettent pas sur les mêmes longueurs d'onde que les discours dominants. Il est cependant précieux que par les moyens qui sont les leurs et qui relèvent de la fiction, de la poésie, de la méditation non utilitariste, ils puissent apporter leur point de vue. Une fois encore, Marginal s'avance sur un terrain que seule la littérature peut aborder sans œillères parce qu'elle s'efforce de ne préjuger en rien. Un auteur ne représente que lui-même. Il est un vagabond solitaire sur les pistes du présent. Il capte et il répercute, et de ce fait, il alerte et met en garde. Il ne prétend pas être omniscient, mais se mêle obstinément de ce qui ne le regarde pas. Voici le projet de Marginal à partir de fiction. Une autre expérience dont j'aimerais témoigner est celle d'une maison d'édition, d'une collection de romans qui est publiée par les éditions Wierich. Le titre de la collection est Traversée et il me semble que ce projet répond aussi à l'utilisation de la fiction dans une autre sphère que celle simplement de la lecture. Le projet de Traversée est le suivant. Demander à des écrivains d'écrire des romans, des vrais romans, mais qui sont destinés à un public particulier, le public des adultes en voie d'alphabétisation. Ce public, donc, au départ, est un public principalement belge francophone, d'adultes qui, à un moment donné, ne parviennent plus à continuer à vivre avec ce secret qui est leur analphabétisme et qui décident de franchir le pas d'une formation pour apprendre à lire et à écrire. En général, ils font cette démarche lorsqu'ils sont parents et que leurs enfants entrés en scolarité leur demandent de l'aide ou leur demandent de partager ce qu'ils ont appris à l'école. On s'est rendu compte, l'association Lire et Écrire s'est rendu compte que le marché du livre ne leur offrait pas la possibilité de mettre en pratique ce qu'ils ont appris comme technique de lecture. Soit les livres sont des livres pour adultes alphabétisés et ne leur sont pas accessibles, soit ce sont des livres pour enfants qui ne les intéressent pas. Donc la nouvelle collection, La Traversée, a demandé à des écrivains d'écrire des vrais romans, mais intelligibles pour des apprentis lecteurs, ce qui veut dire que certaines consignes leur sont données, utiliser des mots dans le sens premier, ne pas utiliser des métaphores, utiliser une histoire, un fil narratif chronologique, ne pas faire des retours en arrière, en quelque sorte ne pas complexifier le processus de narration. Pourquoi j'évoque cette collection? C'est parce qu'au-delà de ce premier objectif qui a été largement atteint, qui rencontre son public, on s'est rendu compte que le public de ce type de roman s'était élargi à une autre population, la population immigrée, dont le français est une langue étrangère et qu'ils doivent l'assimiler.
qu'ils doivent l'apprendre. Le processus est le même, apprentissage de la technique et des rudiments de la langue étrangère qu'ils apprennent, mais par le fait de mettre à leur disposition un roman, c'est-à-dire une vision personnalisée du monde et de la société dans laquelle ils vont petit à petit s'intégrer, s'installer et vivre, permet d'apporter, par le biais du roman et de ce que nous avons identifié, le développement d'une compréhension différente de l'environnement dans lequel ils sont, et vraisemblablement accroître la capacité d'assimilation, d'intégration de ces populations émigrées. Il y a peut-être là un exemple qui permettrait, auquel il faudrait peut-être être attentif dans la mesure où il pourrait être élargi et développé à l'utilisation de la fiction dans un processus social cette fois-ci. Je vais conclure cet exposé. Si vous avez des questions, je suis bien entendu à votre disposition pour y répondre. D'avance, je vous prie de m'excuser d'avoir été peut-être à certains moments un peu trop théorique, mais ayant réécrit l'ensemble de la conférence, je me rends compte qu'une partie de sa structure mériterait d'être revue. Ceci dit, comment conclure un exposé de cette nature? Je me rends compte qu'il a emprunté davantage des voies de traverse que la route principale. Sans doute l'objet même de cet exposé, le roman et l'histoire, a-t-il déteint sur l'exposé lui-même, en y agrégeant la part de complexité, de polysémie, de métissage, qui en font une fascinante et inépuisable source d'inspiration pour un monde meilleur, mais qui ne serait pas le meilleur des mondes. Merci.